Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Société. C'était une promesse de François Hollande, une fin de vie dans la dignité. Ce vendredi, deux parlementaires, dont Jean Leonetti, vont remettre leur rapport à Manuel Valls. Si les deux députés semblent vouloir écarter la question du suicide assisté et ne parlent pas d'euthanasie, ils proposent toutefois une possibilité de sédation profonde et terminale. Quelle fin de vie pour demain? C'est à cette question que nous tenterons de répondre avec nos invités. Claude Van de Velde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué départemental de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Christine Genevoix, bonsoir. Vous êtes coordinatrice départementale de Soulager mais pas tuer. C'est un nouveau collectif qui vient de se créer afin de dire non à l'euthanasie. Et docteur Claude Grange, bonsoir. Vous êtes responsable de l'unité des soins palliatifs au sein de l'hôpital de Houdan. Alors les soins palliatifs ne sont pas développés partout en France, mais en tout cas ils tiennent une place particulière dans les Yvelines. Oui, tout à fait. Il y a 3 unités de soins palliatifs. À Claire-Demeure à Versailles, à la Verrière et puis à l'hôpital de Houdan. Mais ce n'est pas partout en France comme ça, et vous nous expliquerez ce que sont les soins palliatifs. Voilà, on pourrait les développer davantage, c'est sûr. Donc ce vendredi, deux parlementaires, Jean Leonetti et Alain Clay, vont remettre un rapport parlementaire sur la fin de vie. Il y avait déjà une loi, la loi Leonetti, en 2005, qui proscrivait l'obstination déraisonnable du corps médical et la prolongation artificielle de la vie. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est qu'est-ce qu'une belle fin de vie, Claude Van de Velde? J'oserais dire une fin de vie, non pas choisie, mais une fin de vie que l'on estime pour soi, dans sa liberté de choix, digne, point, voilà. Et ce n'est pas la même définition pour tout le monde, on est bien d'accord. Je salue vraiment le travail, j'ai lu ce que vous avez fait, j'ai lu des articles sur vous, un travail poussé en soins palliatifs comme le vôtre doit résoudre bon nombre de problèmes. Malheureusement, on ne le rencontre pas partout. C'est une fin de vie digne pour les gens qui le souhaitent ainsi. D'autres personnes veulent en finir avant d'arriver à ces extrémités et d'attendre de façon assez passive une mort. Bon, une fin de vie digne, c'est une fin de vie qui correspond à l'idée que chacun s'en fait à un moment donné, au moment où ça arrive. Christine Genevoix, c'est quoi une belle fin de vie? Une belle fin de vie, c'est une On rêve tous d'une belle fin de vie. On rêve tous d'une fin de vie. Une fin de vie dans laquelle on pourrait être soulagé des douleurs physiques, accompagné dans ces douleurs psychologiques, peut-être soulagé de ces angoisses d'abandon et de ces angoisses existentielles qui surgissent toujours en fin de vie, et être accompagné aussi par ses proches, voilà, avoir une main qui nous tient la main et partir paisiblement, voilà. Vous vous retrouvez sur ces choses-là. Docteur Grange, c'est quoi une belle fin de vie? Jusqu'à sa fin naturelle. Jusqu'à sa fin naturelle, c'est ce que je n'ai pas précisé. Une belle fin de vie, on meurt comme on peut. Il y a des personnes qui meurent dans la colère. Quitter ses proches, quitter des personnes que l'on aime, c'est pas facile. Moi, je dirais plutôt, il y a 3 besoins essentiels d'une personne en fin de vie. C'est ne pas souffrir, c'est ne pas être abandonné, et de faire des choses qui correspondent aux souhaits de la personne. Donc à partir du moment où on répond à ces 3 besoins, déjà c'est beaucoup. Mais il y a des personnes n'a envie de mourir. C'est les conditions du mourir qui posent problème. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport qui sera donc présenté vendredi? On a déjà des fuites dans la presse, en tout cas, d'un des deux parlementaires qui dit oui, non à un suicide assisté, mais oui à une sédation profonde et terminale. Claude Van de Velde, c'est pas... Ça a un pas, mais c'est pas tout à fait ce que votre association... Tout le monde, je pense. J'ai lu l'article Libération, où Alain Claes s'exprime, où effectivement il a fuité des choses alors que le rapport devait être remis directement aux membres du gouvernement. Bon, peu importe. Et effectivement, il n'avait pas, on comprend entre les lignes qu'ils n'avaient pas le même point de vue, qu'ils essayent de faire consensus pour présenter un rapport qui puisse servir de base de travail, parce que derrière il y aura proposition de loi, c'est pas ce rapport-là qui est la loi, soyons clairs, c'est un rapport de mission, ça n'a pas force de loi, derrière il y aura un travail parlementaire, il y a une proposition de loi qui est déposée le 29 janvier par le groupe Écologie Les Verts, on a travaillé avec eux en colloque là, il y a une quinzaine de jours, qui est prône l'euthanasie, le suicide assisté, tout à fait, voilà, c'est tout à fait ce rapport. Et dans ce rapport qui va être présenté vendredi alors? Et alors dans ce rapport qui est présenté vendredi, pour ce qu'on en comprend, pour ce qu'on en sait, je trouve que c'est très difficile de prendre parti sur quelque chose qui n'est pas officiel, donc je ne vais pas aller très loin là-dessus, mais on comprend à peu près entre les lignes qu'on va passer du laisser mourir, qui était la loi Leonetti, à un faire dormir, voilà,
pour améliorer ces quelques derniers jours, ces quelques dernières semaines qui n'étaient peut-être pas complètement prévues dans la loi Leonetti. Mais je pense autre chose pour vous, qui pour moi très important par contre, et je pense que là aussi on sera peut-être d'accord, c'est que les directives anticipées vont être opposables et contraignantes, ce qui n'est actuellement pas le cas. Est-ce qu'on peut expliquer ce que sont les directives anticipées? Parce que je crois qu'il n'y a que 3% des Français qui font des directives anticipées. Docteur Grange? Les directives anticipées, c'est donner la possibilité à une personne de dire je sous-signé, souhaiterais ne pas être prolongé de façon artificielle, ne pas être maintenu par une alimentation parentérale ou par une hydratation parentérale, ne pas être mis sous machine si je fais une détresse respiratoire, et de pouvoir bénéficier des soins d'accompagnement et des soins palliatifs. C'est dans les conditions du mourir de pouvoir dire ça je veux pas. C'est juste un courrier que les gens doivent faire. C'est un courrier daté, signé, quand on n'est plus capable de le faire, et ça peut être avec 2 témoins qui signent, mais en effet, le fait que on puisse rédiger des directives anticipées et surtout que les médecins puissent appliquer les directives anticipées, parce que si on les fait et si elles ne sont pas appliquées, c'est quand même, ça pose problème. Mais est-ce que la famille peut s'opposer à ces directives? Est-ce qu'un médecin peut s'y opposer? Une famille, non. C'est force de loi, les directives anticipées, donc on doit les respecter, mais elles ne sont pas opposables. Donc un médecin pourrait ne pas les... Là, elle risque d'être contraignante. Pourrait ne pas les suivre. Non. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui. Oui, d'accord. Oui. Mais là, il semblerait que là, la loi évoluerait vers des directives anticipées contraignantes. Maintenant. Et votre regard là-dessus? Oui, contraignantes jusqu'où? C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on nous demandera de faire. Puisque nous, clairement, en soins palliatifs, donc on est pour aussi accompagner une personne, la soulager, mais pas aller jusqu'à faire mourir. Et donc, si on nous demande de faire mourir, donc là, nous, ça nous posera un problème, parce que donc en tant que médecin, moi, j'ai pas fait médecine, et les soignants n'ont pas fait médecine pour donner la mort. Donc, et je trouve ça très, très curieux. Il y aura un micro-trottoir et je serais très intéressé par ce micro-trottoir parce que, je veux dire, mais je connais le résultat puisque toutes les enquêtes sont pareilles. Je crois que la dernière enquête disait 90%, 96% sont des pour Français sont pour l'euthanasie. Mais tout dépend de comment on pose la question. C'est-à-dire que si vous êtes atteint de maladie grave, dans des souffrances épouvantables, ne souhaitez-vous pas qu'on abrège votre vie? On se demande pourquoi il n'y a pas 100%. Les gens ne vont pas répondre non. Il y a quand même 4% de gens qui choisissent les souffrances épouvantables. Donc il y a peu de personnes qui vont vouloir terminer peut-être leur parce vie. que les soins palliatifs sont mal connus. Mais surtout, ils sont pas mis en alternative là, dans la question. Le problème, c'est que moi, ça fait 15 ans que, a priori, j'ai les personnes qui sont concernées par le sujet. Et quand elles sont soulagées, accompagnées, et quand on fait des choses qui ont du sens pour elles, elles ne me demandent pas de mourir, elles me demandent plutôt un rap de vie. Donc là, ça pose un problème entre de se projeter dans une situation où on n'est pas et d'être confronté à des malades qui sont dans la situation de fin de vie et qui ne me demandent pas ça. À la limite, quand ils arrivent avant d'arriver à l'unité de soins palliatifs, ils demandent certainement... Qui ne me demandent pas ça à partir du moment où il y a cette prise en charge. Parce que il faut savoir qu'il y a une inégalité, et le rapport de la CCNE l'a montré, une inégalité des conditions du mourir dans nos établissements, mais c'est hallucinant. Moi, je comprends qu'il y ait cette demande-là. Quand nous, médecins, on n'est pas capable d'assurer des fins de vie paisibles, je comprends que les personnes souhaitent abréger leur vie. Je ne sais pas, vous vouliez réagir. Non, et aussi ma question sur ce rapport, qu'est-ce que vous en attendez? Oui, alors je voulais juste réagir un petit peu effectivement sur l'écueil des directives anticipées. C'est il faut qu'elles soient vraiment réduites dans le temps, parce que on ne peut pas projeter la façon dont on va réagir et évoluer quand on sera confronté à la difficulté de la fin de vie. Donc ça, c'était une chose. Nous, ce qu'on retient dans ce rapport et qui nous alerte, c'est donc sur cette sédation terminale jusqu'au décès et dans un délai raisonnable. On dit attention, est-ce que c'est pas une façon de légaliser une euthanasie déguisée? Et on dit attention à la banalisation de la sédation. La sédation est un moyen qu'on a effectivement pour soulager des souffrances, mais qui est utilisé avec beaucoup de précautions, qui est d'ailleurs utilisé avec beaucoup de précautions, qui est utilisé au cas par cas, parce que chaque cas est différent, et de vouloir instituer un droit à la sédation terminale,
nous, on tire la sonnette d'alarme parce que voilà, c'est déjà un petit peu introduire une mentalité euthanasique et dénaturer du coup la loi Leonetti qui disait pas d'euthanasie, pas d'obstination déraisonnable non plus, mais un accompagnement de la personne. Je voudrais revenir sur les soins palliatifs parce que pour la question des sédations rendant les soins palliatifs, qu'on comprenne bien l'unité de soins palliatifs. La sédation, moi je voudrais rebondir sur la sédation. Ouais, mais c'est parce que je voudrais que vous réexpliquiez ce qu'est une unité de soins palliatifs. Parce que vous la pratiquez, la sédation. Oui, la sédation, pour moi, il y a 2 sédations. Il y a une sédation palliative, c'est-à-dire de laisser la possibilité à une personne, si elle est dans une souffrance inacceptable pour elle, de faire en sorte qu'on la mette dans un sommeil pour une durée déterminée. Pour une durée déterminée. C'est pas un sommeil pour tuer. Non. L'intention, c'est de faire dormir pour ne pas vivre l'insupportable d'eux. Et pour donner un répit à la personne aussi. Voilà. Il se peut aussi qu'au terme de cette sédation, la personne nous dise « Mais attendez, je croyais déjà que j'étais... non, mais laissez-moi dormir. » On peut la laisser dans un sommeil. Mais on donne des doses justes et nécessaires pour induire un sommeil. Un sommeil, ça ne fait pas mourir. Et puis, il y a une deuxième sédation, c'est la sédation en cas d'urgence. C'est-à-dire une personne consciente qui est en train d'étouffer et qui est en train de mourir, de se voir mourir étouffé ou mourir d'une hémorragie. Eh bien, ça me paraît donc le juste soin de faire en sorte qu'elle ne vive pas l'insupportable de se voir mourir étouffée et de la mettre dans un sommeil pour pas qu'elle vive l'insupportable. C'est ce qu'on peut appeler une sédation terminale. Ça, c'est une sédation dans une situation d'urgence. Mais la sédation n'a pas vocation à le faire mourir, c'est de son hémorragie qu'elle va mourir, c'est de sa détresse respiratoire qu'elle va mourir. La sédation, ça permet à ne pas que la personne vive l'insupportable de se voir mourir étouffée. L'intention étant bien de soulager et non pas de la faire mourir. Je ne suis pas complètement d'accord sur le terme de la sédation terminale telle qu'on la voit venir et telle qu'elle a déjà été évoquée par ailleurs. C'est aussi le fait de dire... Telle pathologie, on voit très bien qu'on est en phase totalement terminale. On sait qu'il y en a encore peut-être, si on ne fait rien, qu'il y en a encore peut-être pour 8 jours, 15 jours, peut-être un peu plus, mais pas. On connaît l'échéance, on n'a pas la date effectivement, on connaît l'échéance. Et éventuellement, l'idée serait de dire à quoi sert de plonger quelqu'un dans une sorte de... Alors, je ne suis pas médecin, donc je vais sans doute employer les mauvais mots, mais dans cet endormissement très profond dont de toute façon il ne sortira pas. Pourquoi se donner ce mal alors que le geste est le même quelque part? Vous savez, en faisant ça, que la personne va de toute façon nécessairement mourir. Vous voyez, mon problème par rapport à ça. Je suis d'accord sur le fait que la sédation terminale telle que se présage n'est pas ce que je dis. Voilà, d'accord. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce que je dis, c'est que moi, je me reconnais dans une sédation palliative et dans une sédation en situation d'urgence. Mais j'entends votre différence. Par contre, je veux dire que... moi, c'est un interdit quand même fondateur de toute société. Et le problème, c'est à partir du moment où on autorise ça, les limites, on ne sait plus tellement où elles vont s'arrêter. Donc, moi, ça m'inquiète. En plus de ça, on voit très bien en Belgique ce que ça donne, où on recule à chaque fois. C'est interdit fondateur, donc... C'est curieux quand même que la France ait aboli le droit de faire mourir, même pour les crimes les plus abjects, et que finalement, quelque part, on risque de réintroduire le droit de faire mourir pour les personnes les plus vulnérables. Donc, sur notre évolution donc, de notre société, je pense que ça questionne. Moi, je trouve que c'est un interdit... Vous comprenez les inquiétudes du docteur Grange? Non, moi, je suis nettement moins inquiète parce qu'effectivement, on a le recul de la Belgique, de la Suisse, des Pays-Bas. Bon, c'est plutôt figure de repoussoir, la Belgique. Mais non, du tout. Non. Si vous lisez, quand vous lisez la loi au départ, quand vous regardez la loi au départ, elle est extrêmement encadrée et restrictive. C'est pour les personnes en fin de vie, atteintes de maladies incurables, etc. Et quand on regarde 10 ans plus tard, d'abord le nombre d'euthanasies a doublé en 5 ans. Ensuite, en euthanasie, ça a été multiplié par 3 en 1 an. Le nombre de personnes atteintes de maladies neurologiques, y compris de maladies d'Alzheimer, donc qui n'ont pas forcément donné leur consentement. Ensuite, maintenant, on peut euthanasier des enfants en Belgique sans limite d'âge. On euthanasie des gens qui sont en prison et qui ont comme seule
motif qu'ils sont déprimés d'être incarcérés. Voilà. Et aux Pays-Bas... C'est à ce point-là non, parce qu'il y a quand même une règle de base. Et je finis juste, aux Pays-Bas, il y a une pression sur le Parlement actuellement pour autoriser l'euthanasie des personnes de plus de 70 ans qui invoqueraient comme seul mobile la fatigue de vivre. Tout ça pour dire que, quand même, une fois qu'on ouvre un peu la porte et que effectivement on... Donc la sédation complète, totale, pardon, ça ouvrirait la porte, terminale, ça ouvrirait la porte. Ah oui. Parce que là, il n'est pas question d'euthanasie. Non, il n'est pas question d'euthanasie, mais je vous dis que cette sédation terminale, après, bon, il faudrait savoir comment elle va être utilisée. Mais par exemple, déjà, ce qu'on voit, le rapport Sicard dit que 80% des médecins ne savent pas utiliser les nouvelles techniques qui permettent de soulager la douleur. Et parallèlement aussi que la sédation est de plus en plus utilisée, et de plus en plus utilisée quand même. Moi, je fais le rapprochement, c'est-à-dire que si on sédate plus facilement, peut-être que pendant ce temps-là, on est moins formé à soulager la douleur. Donc c'est voilà. La sédation, c'est une forme de soulagement de la douleur aussi. Oui, mais il y a d'autres façons de soulager la douleur en gardant les gens conscients jusqu'à la fin. Il y a des gens qui peuvent vouloir être conscients jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a une mauvaise utilisation de la sédation. Par contre, je pense que dans les situations qui le nécessitent, la frilosité, voire donc la réticence des médecins à utiliser les sédations, quand c'est nécessaire, ça creusera le lit d'euthanasie. Si on n'est pas capable d'assurer des fins de vie paisibles à des personnes, dans des situations où c'est nécessaire, oui, ça creusera l'euthanasie, parce que des personnes qui ont vu leurs proches mourir dans des conditions épouvantables, ils disent plus jamais ça. Et ils ont raison. Qu'il y ait une volonté politique pour former les médecins, les étudiants en médecine, les soignants. Justement, en 1999, quand vous avez ouvert l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de Houdan, ça devait être un peu révolutionnaire, entre guillemets. Comment c'était perçu à ce moment-là? Oui, alors vous vouliez donc parler des structures de soins palliatifs. Donc en gros, il y a 3 structures. Donc il y a la démarche palliative qui devrait être instillée dans toutes les structures de soins. Et encore, là, il y a beaucoup de choses à faire. Dans les EHPAD, dans les MAS, la démarche palliative devrait être instillée dans tous ces établissements sanitaires et médico-sociaux. Et ce n'est pas encore le cas. Et un manque de formation cruel au niveau des médecins, parce que les médecins sont davantage dans le guérir, les soignants dans le prendre soin, et il y a un décalage très important entre les médecins et les soignants. Ensuite, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs qui interviennent dans des centres hospitaliers pour aider dans des situations justement de fin de vie des différents services. Et puis, il y a les unités de soins palliatifs qui ne reçoivent que des situations les plus complexes de fin de vie, pour essayer de faire en sorte que la fin de vie se passe le plus confortablement possible. Pour résumer, c'est un accompagnement vers la fin de vie sans douleur? C'est la douleur, c'est accompagner les personnes. Par contre, la souffrance, et moi je préfère employer le mot douleur pour la douleur physique et le mot souffrance pour tout ce qui est psychologique, social, spirituel, oui. Ça, on ne pourra pas le gommer, parce que les personnes, elles n'ont pas envie de mourir. Et de quitter sa femme, de quitter ses enfants qui sont encore petits, je veux dire que c'est forcément de la souffrance. Et cette souffrance, on pourra l'accompagner, mais on ne pourra pas la gommer. Ou alors, on fait perdre conscience à la personne et il n'y a plus de vie de relation. Nous, on est très surpris de voir comment la fin de vie peut être un grand moment de vie à partir du moment où les gens sont paisibles et confortables. Alors, des gens paisibles, un grand moment de vie. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait d'un témoignage qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube, le docteur Claude Grange. C'est une femme qui est atteinte d'un cancer cellulaire. Je crois que c'est un témoignage qui date de 2008. Et voilà, vous l'aviez reçu quand elle était arrivée à l'unité des soins palliatifs à l'hôpital de Houdan. On écoute ce témoignage. Quelle représentation vous aviez de rentrer dans une unité de soins palliatifs? Est-ce que ça vous faisait peur? Oui. Oui. Oui, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On n'est pas suffisamment au courant de... C'est-à-dire, c'était quoi? C'était une unité de soins palliatifs, c'est là où on va mourir? Un peu, c'était ça. C'était un petit peu cette peur, cette crainte de dire, bon ben voilà, on m'emmène là parce que c'est pour finir mes jours. Et que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Et que c'est terminé, que bon ben on tire un trait, terminé, c'est... Vous savez, quand je me couche le soir... Ouais. Ben, je me couche sereine. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un tout petit bouton. Et que si j'ai un problème, quel qu'il soit, je peux appuyer dessus. Et que dans la minute qui suivra, il y aura quelqu'un. Bon. Voilà. Donc pour l'instant, l'objectif qu'on s'était donné, d'essayer, pour le temps qui vous reste à vivre, qu'on sait compter, oui. Puisque c'est vous qui nous l'avez dit. Oui, bien sûr.
Eh bien, de faire en sorte que vous viviez le mieux possible, le plus confortablement possible. Voilà, exactement. C'est ce que je pour demande. l'instant, on y arrive à peu près. On y arrive à peu près, hein. Oui. Bon. Alors, dans ce témoignage, on sent cette femme extrêmement soulagée d'être au sein de votre unité. On sentait qu'elle souffrait avant et en arrivant chez vous, elle a moins souffert physiquement et moralement. Pourquoi les unités comme la vôtre ne sont pas autant développées que ça en France? On voit que dans les Yvelines, c'est relativement bien développé. Il y a quand même une vraie inégalité de territoire sur la question. Oui, mais maintenant, on ne voudrait pas ghettoiser donc la mort dans des unités soins palliatives. C'est la démarche palliative et cette façon de prendre en charge les malades qui devrait se généraliser dans tous les services où on décède. Parce qu'il y a en gros donc 120 unités de soins palliatifs en France de 10 lits, ça fait 1200 lits. Il y a en gros 150 000 personnes qui relèveraient de soins palliatifs en France. On voit bien que 150 000 personnes ne pourront pas rentrer dans 1200 lits. Donc il ne s'agit pas de créer des unités de soins palliatifs partout. Mais c'est cette culture palliative et cette démarche palliative. Cette personne est arrivée, elle était douloureuse et elle était en occlusion, c'est-à-dire qu'elle vomissait ses selles. Et quand on la voit comme ça, et donc là, arrivée dans cet état-là, qu'elle demande l'euthanasie, bien sûr, vomir ses selles. Et donc là, soulagée, là, on n'a pas envie de lui faire une piqûre pour la faire mourir, parce qu'elle n'en a aucune envie. D'ailleurs, elle ne demande pas. Elle ne demande pas. Non, donc, mais elle l'aurait demandé dans la situation où on... Donc, oui, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir fait de ces directives anticipées, moi je les ai faites depuis 15 ans, j'ai écrit plein de choses dessus, et je ne sais pas pour autant... Ce que je demanderais, déjà je ne sais pas ce que je vais avoir comme pathologie, je ne sais pas de quoi je vais mourir, je ne sais pas quand, et je ne sais pas à ce moment-là ce que je demanderais exactement. Rien ne dit, parce que c'est à ce moment-là que la question va se poser. C'est pas 15 ans ou 20 ans avant, c'est au moment où la question se pose face à un médecin. Vous voulez que les gens puissent avoir le choix entre... Mais de toute façon, une loi de liberté, c'est un droit offert, c'est un droit supplémentaire, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation. Le jour où on a ouvert le droit à l'avortement, on n'a pas obligé toutes les femmes à avorter. Le jour où on ouvre le droit à choisir cette forme de chose, il n'y a pas d'obligation. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça appelle deux réflexions, ce que vous dites. D'abord, est-ce que le choix est toujours librement fait? Je ne suis pas sûre, parce que finalement, la personne malade qui est faible et fragilisée est quand même soumise à un certain nombre de pressions, consciemment ou inconsciemment. Celle de ne pas vouloir peser, être un poids pour sa famille, celle d'être devenue inutile pour la société. Dans un service tel que celui du docteur qui est à côté de moi. Non, d'accord, mais tout le monde ne passe pas dans des unités de soins palliatifs comme ça, et c'est bien notre regret et c'est bien notre revendication que ce soit... que la culture palliative soit étendue. Et puis aussi, finalement, la légalisation de l'euthanasie viendrait un peu modifier nos rapports dans la société quand même, parce qu'il me semble que à vouloir mettre en avant la liberté individuelle et en voulant faire une société autonomiste, en fait, de gens qui disent voilà, c'est mon choix, c'est mon corps, c'est ma vie, j'exige finalement que la société fasse ce que je demande, eh bien finalement ça va être la personne, alors on va dire que c'est les médecins, bien que ce ne soit pas leur vocation, mais c'est sur eux que ça va tomber quand même, donc ils vont être obligés peut-être de poser des gestes qui ne sont pas en conformité avec leur conscience, puis d'une certaine façon aussi, à force de tolérance ou de fausse compassion, qui s'apparente peut-être plutôt à de l'indifférence, on va dire aux gens, tu veux mourir, c'est vrai, ta vie n'a pas beaucoup de valeur finalement, eh bien meurs. Voilà, et même je vais t'aider. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses, et ben avec l'encadrement et légal et médical. Et non, parce que l'encadrement, on voit bien qu'il saute vite. Mais non, et nous, un collège de 3 plutôt médecins, une société. Très honnêtement. Je voulais juste finir, on prend plutôt une société plus solidaire où on prend soin les uns des autres. Voilà. Alors, où la relation les uns avec les autres est privilégiée. En tous les cas, en tant que médecin, on ne voudrait pas être simplement un exécutant de directives anticipées. Donc, parce que dans ce cas-là, autant en face de l'hôpital mettre euthanasieur patenté et que voilà. Mais le monde de la santé et le monde du soin, je pense que voilà, je crois qu'il ne faut pas être pris par ça. Moi, je voudrais revenir sur et puis on va conclure avec ce problème de l'éthique, parce que souvent on met en avant donc ou la mort de la dignité. Donc la dignité, moi, je pense qu'elle est imprescriptible. Elle est inhérente à la nature humaine. Je veux dire que mourir dans la dignité, moi je suis d'accord, mais c'est la situation qui est indigne. Une personne,
elle reste digne, même avec sa perte d'autonomie, même gravement malade. Je veux dire, tout être humain est digne, même gravement malade, même donc avec toutes ses dépendances, elle reste digne parce qu'une personne humaine est digne par essence. C'est la situation quelquefois qui est indigne, et dans ce cas-là, changeons les situations et les conditions du mourir. Donc voilà, il faut maîtriser sa fin de vie, mais chacun a sa façon derrière le mot maîtrise, chacun met la définition qu'il souhaite. Bien, merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau. On n'a pas le temps malheureusement pour écouter le micro-trottoir, mais a priori, voilà. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau de Jet Suite Société pour évoquer la fin de vie. Merci beaucoup. Bonne soirée.